Au cours des près de 4 années de guerre brutale en Ukraine, nous avons été aux premières loges de la lente descente de la Russie vers le chaos, tant sur le plan militaire qu'économique. Les pertes russes atteignent des records. Le matériel est systématiquement détruit, et le coût perçu de la guerre, qui devait durer quelques semaines, est devenu totalement incontrôlable. Derrière les gros titres sur les gains territoriaux et les victimes, se cache une histoire plus sombre, révélant l'effondrement catastrophique de l'armée russe de l'intérieur. Les soldats russes ne meurent pas seulement sous les coups des forces ukrainiennes, ils sont exécutés par leurs propres commandants. Certains soldats ripostent, tuant les officiers, qui leur ordonnent des missions suicides. Mais cela n'est que la norme pour un système militaire qui a complètement perdu ses repères, et qui peut s'effondrer de l'intérieur. Analysons en détail l'effondrement de la machine militaire russe et ses causes. Cela pourrait remodeler toute la trajectoire de cette guerre, à commencer par l'ampleur exacte des exécutions russes. Les rapports sur la Russie tuant ses propres soldats ne relèvent plus de la spéculation ou de la propagande ukrainienne. Cela provient de preuves documentées recueillies par les médias indépendants russes, des communications interceptées et des témoignages de soldats russes eux-mêmes. Selon une enquête approfondie menée par le média indépendant russe Verska, des commandants russes de plusieurs unités procèdent à des exécutions sommaires de leurs propres soldats. Cette pratique, appelée obnulenie ou remise à zéro, désigne la suppression d'un soldat des registres militaires et de l'existence. Cette enquête a jusqu'à présent identifié 101 militaires russes accusés d'implication dans ces exécutions sur le terrain, dont 79 ont été confirmés par au moins 2 sources indépendantes. Il est aussi peu probable que ce soit des cas isolés. Depuis l'invasion russe, le bureau du procureur militaire a reçu plus de 12 000 plaintes pour meurtre dans les rangs. Il ne s'agit pas de 12 000 plaintes au total, mais de plaintes concernant spécifiquement des soldats russes, tuant d'autres soldats russes. Une source du bureau principal du procureur militaire russe a révélé un fait encore plus accablant. L'agence a instauré une interdiction informelle d'enquêter sur les officiers en Ukraine, affirmant que cela pourrait nuire aux opérations militaires. Autrement dit, les commandants russes peuvent exécuter leurs propres troupes en toute impunité, à condition que cela n'affecte pas gravement leur position offensive ou défensive ni le résultat final. Si vous n'êtes pas sûr que 12 000 soit un petit nombre, sachez-le. Le déploiement total de la Russie en Ukraine est estimé à environ 70 000 hommes, sans compter le million de pertes estimées. Cela représente environ 17% du nombre total actuel de soldats déployés en Ukraine. Sinon, considérez-le au quotidien, soit environ 89 plaintes par jour. La guerre a duré 1345 jours au moment de la publication de cette vidéo. Cela correspond à 8 ou 9 cas où un soldat russe a été exécuté par ses camarades pour avoir désobéi à des ordres probablement suicidaires. La manière dont les commandants russes éliminent leurs propres troupes varie beaucoup, révélant l'ampleur des dégâts sur le moral de l'armée. La première, sans doute la plus simple, l'exécution directe. Cela arrive souvent aux soldats russes, refusant de participer à ce qu'ils appellent aux assauts de chair ou vagues humaines. Des attaques suicidaires sans soutien de l'infanterie mécanisée, de l'artillerie, du feu ni de reconnaissance aérienne. De nombreux soldats sont abattus à bout portant dans la tranchée occupée par l'unité russe. Le rapport de Méduse sur l'anéantissement mentionnait un soldat mobilisé nommé Alexei, qui a décrit comment, dans la 7e brigade séparée de fusiliers motorisés de la garde se refusant des assauts inutiles, étaient exécutés à l'arme automatique. Ensuite, leurs corps étaient soit jetés dans la rivière voisine, soit enterrés près de la tranchée elle-même. En juin 2025, le soldat fixeur a refusé de servir de balise. Il s'agissait d'appâts vivants, envoyés sans armure ni armes pour attirer le feu ukrainien et révéler les positions ennemies. Battu devant la caméra, torturé à l'électrochoc, puis abattu sur ordre de son supérieur. Des exécutions peuvent avoir lieu pendant la mission elle-même, les officiers de commandant utilisant des snipers pour attraper les soldats qui tentent de fuir la ligne de front ou de déserter l'unité. Selon Alexei, 2 snipers ont tué 20 membres de son unité en 2023 et 40 en 2024. On peut supposer que ces snipers ont aussi exécuté des déserteurs, causant des dizaines de morts en plus. Ou, plus sombre encore, les snipers ont peut-être été écartés pour avoir refusé d'exécuter d'autres soldats sur ordre de leur commandant. Et étant donné que les opérations de drones russes ont atteint un niveau de compétence égal à celui des unités ukrainiennes, les opérateurs de drones ont eux aussi eu la malheureuse opportunité de faire partie du cycle d'élimination.
Des rapports du 139e bataillon d'assaut séparé mentionnent que les commandants menaçaient les opérateurs de drones pour qu'ils maintiennent les troupes visibles. Les opérateurs de drones utilisaient alors l'explosif du drone kamikaze, vu à la première personne sur les soldats qui battaient en retraite. Si les soldats ne sont pas exécutés sur le champ, ils pourraient attendre un sort peut-être pire, la torture. Certains soldats auraient été détenus dans des fosses ou des caves, privés de nourriture et d'eau, et battus plusieurs fois par jour. Beaucoup meurent de torture ou de faim, tandis que d'autres sont forcés de se battre à mort les uns contre les autres pour gagner leur libération. Des vidéos de mai 2025 montrent 2 soldats de la 114e brigade de fusiliers motorisés de la garde séparés forcés de se battre dans une fosse. Une voix hors caméra dit « Le commandant Kama a dit « Celui qui défonce l'autre sort du trou ». Les 2 hommes se battent à main nue, et l'un d'eux cesse de bouger après avoir été maintenu dans une clé d'étranglement pendant 1 minute. Nous ne voyons pas le sort final des hommes, et certains ont suggéré que les soldats sont des prisonniers de guerre. Les recherches de Méduse indiquent que Kama est l'indicatif d'appel d'un vrai commandant de la 114e brigade de garde séparée, aussi accusé d'extorquer de l'argent à ses troupes. Nous en reparlerons plus tard. Et si les commandants ne tuent, ni n'ordonnent d'exécuter des soldats, ils peuvent toujours se rabattre sur la tactique éprouvée d'envoyer des soldats dans des missions suicides. Dans certains cas, ces hommes se retrouvent déployés, sans gilet pare-balles, sans armes, ni même aucun équipement. Ils ne peuvent pas se replier de la mission parce que les commandants déploient aussi des troupes de barrage, chargées de maintenir la ligne et d'empêcher la retraite. Les troupes de barrage obligent le soldat à reculer ou l'exécutent s'il s'approche. Dans un reportage datant d'il y a seulement 10 jours, les opérateurs de drones ukrainiens ont découvert que certaines troupes de barrage utilisaient aussi des drones pour larguer des explosifs sur les soldats en fuite. L'emploi de troupes de barrage ainsi pourrait être jugé illégal selon le droit humanitaire et constituer un crime de guerre. Ces nouvelles troupes de barrage sont une perversion du système original instauré par Staline, où les troupes de barrage étaient utilisées pour rassembler. Les soldats survivants des bataillons disciplinaires étaient souvent envoyés dans les missions offensives les plus dangereuses, avec très peu de chances de survie. Même alors, la menace d'exécution était considérée comme un dernier recours, car l'armée rouge considérait qu'exécuter un soldat de sang-froid était un gaspillage. Quand des soldats russes sont exécutés par leur commandant, leurs corps reviennent rarement avec la vérité. Les corps sont souvent enterrés en forêt ou laissés sur le champ de bataille, quelques tirs étant faits pour simuler des morts au combat. Officiellement, ces soldats sont portés disparus ou déserteurs, ce qui prive aussi leurs familles de compensation. Vladislav Bolyakov, de la 6e brigade de fusiliers motorisés de la garde, a vu son camarade Odessa être battu à mort par les commandants. Ils ont mis un vieux gilet pare-balles et un casque au corps, puis placé 2 grenades dessous avant de les faire exploser. Afin de masquer les traces de coups visibles lors d'un examen médical, le corps a été laissé à pourrir plusieurs jours sous la chaleur jusqu'à décomposition. Ils l'ont ensuite renvoyé chez lui, marqué « tué au combat ». Lorsque les familles parviennent à déposer plainte, elles se heurtent à un système conçu pour protéger les auteurs. La source du bureau du procureur militaire ayant fourni les données à Vertska l'a expliqué. Le bureau principal du procureur militaire a instauré une interdiction informelle d'enquêter sur les affaires concernant les officiers des brigades de combat dans la zone de l'opération militaire spéciale. Les officiers bénéficieraient essentiellement d'une immunité contre toute poursuite jusqu'à la fin de la guerre, d'une manière ou d'une autre. Même lorsque les enquêteurs du service fédéral de sécurité de Russie ou service fédéral de sécurité tentèrent d'enquêter sur les crimes, ils étaient systématiquement bloqués par l'armée et l'administration. Selon un enquêteur du service fédéral de sécurité, les témoins finissaient régulièrement morts, souvent avec des blessures telles qu'une éviscération ou la gorge tranchée. Des décès, présentés comme suicides, paraissaient souvent plus proches d'homicides. Les médias d'État russes diffusent toujours des images soigneusement mises en scène de soldats triomphants, retrouvant leur famille, véhiculant un récit héroïque, éloigné de la réalité. Derrière le comment se cache une question plus sombre. Pourquoi ces commandants ont-ils exécuté leurs soldats ? Selon l'enquête de Vertska et les soldats, un mélange de désespoir, de sadisme et de cupidité en est la cause. Certains commandants ont recours aux exécutions parce qu'ils ne voient pas d'autre moyen de contrôler des troupes qui savent qu'elles seront envoyées à la mort. Dans un système militaire fondé sur l'obéissance rigide plutôt que sur la compétence professionnelle, la terreur est un outil de gestion relativement simple, peu coûteux et pratique. Le motif principal semble simplement être l'argent. Les soldats russes perçoivent jusqu'à 3 millions de roubles, environ 35 000 $, en cas de blessure au combat. Les commandants ont transformé cela en un système de raquettes.
La mère d'Andrei Bykov, soldat du 80e régiment de chars de la garde, a raconté comment son fils a été renversé par une voiture. Après l'indemnisation d'une blessure au combat, les commandants Dudka et Kema ont réclamé la moitié du paiement. Bykov a refusé et a acheté une Toyota Camry. Les commandants lui ont alors ordonné de la rendre. Après son nouveau refus, ils l'ont fait battre à mort. Selon des soldats de la même unité, les commandants exigera de l'argent des soldats pour recevoir de l'équipement, éviter une mission d'assaut, ou même rester à l'écart de la fosse de la mort mentionnée précédemment. Une source a révélé qu'un officier de la police militaire lié au commandement possédait 53 millions de roubles, plus de 60 000 $, sur sa carte bancaire. Certains commandants forceraient également les soldats à remettre leurs cartes bancaires et leur code numéro d'identification personnelle avant les assauts, soi-disant pour les transmettre à leurs proches en cas de problème. Mais l'argent n'arrive évidemment jamais aux familles, il est plutôt détourné vers le compte du commandant. Mais de nombreux commandants russes souffrent eux-mêmes de stress post-traumatique, de toxicomanie et de troubles psychologiques. Le ministère russe de la Défense estime que 20% des anciens combattants souffrent de stress post-traumatique. Pourtant, le pays compte moins d'un thérapeute pour 7000 adultes, et encore moins de spécialistes expérimentés dans le traitement des traumatismes de guerre. Les commandants qui enchaînent les missions, exposés à des morts constantes et à une impunité totale, deviennent toujours plus brutaux. Dans certains états d'esprit pervers, ils pensent qu'exécuter un soldat pourrait en fait aider le reste de l'unité à rester discipliné. Mais la pratique de l'effacement n'est pas restée sans opposition. Les soldats russes visent de plus en plus leurs commandants avec leurs armes pour tenter de les tuer. En juin 2025, près de Bakhmout, dans la région de Donetsk, des soldats russes d'une unité motorisée ont refusé d'attaquer des positions ukrainiennes fortifiées, sans soutien d'artillerie ou de blindés. Menacés d'exécution par leur commandant s'ils n'avançaient pas, les soldats l'ont tué, puis se sont rendus en masse aux Ukrainiens. Selon les renseignements du ministère ukrainien de la Défense, ces soldats ont ensuite fourni des informations détaillées sur l'état de leur unité, les abus systématiques de la part des commandants, et la situation désespérée de la main-d'œuvre en Russie. Le rapport, pour des raisons de sécurité, n'a cité ni nom ni lieu, mais a confirmé la fréquence croissante de ces mutineries. L'incident révèle une rupture fondamentale de la cohésion militaire. Les soldats ont conclu qu'ils avaient plus de chances de survivre en tant que prisonniers de guerre ukrainiens que sous l'autorité de leur propre commandant. En première ligne, ils risquent d'être tués des deux côtés. En camp de prisonniers, ils retrouveraient un semblant de normalité. C'est l'échec total du moral militaire. Quand les troupes préfèrent se rendre plutôt que servir leur pays, la guerre est perdue. Peu importe le nombre de kilomètres carrés qui apparaissent sur les cartes militaires, les services de renseignement ukrainiens ont à plusieurs reprises rendu publiques ces communications interceptées, décrivant des soldats russes discutant de violences contre leurs propres officiers. La campagne « Je veux vivre », lancée par l'Ukraine, cible également spécifiquement les soldats russes en leur promettant un traitement humain en tant que prisonniers de guerre et une éventuelle demande d'asile. La campagne a été remarquablement efficace, précisément parce que de nombreux soldats russes considèrent la captivité ukrainienne comme préférable au service, sous leurs propres officiers. Les exécutions, désertions et redditions accélèrent également la crise démographique déjà catastrophique de la Russie. Le ministère de la Défense ukrainien estime que la Russie a perdu 1 140 000 soldats tués, blessés ou démobilisés. À la mi-2025 environ, 140 000 soldats russes étaient revenus à la vie civile après avoir combattu en Ukraine. Mais il n'est pas clair si le chiffre de 140 000 recoupe le nombre de pertes. On sait que les soldats revenus affrontent une économie conçue pour les inciter à reprendre le service actif. Les contrats militaires pour les soldats en zone de combat en Ukraine proposent un salaire triple de la moyenne nationale, avec de grosses primes à la signature. Les soldats sous contrat peuvent gagner plus de 150 000 roubles, environ 1 800 $ par mois, voire 210 000 roubles, 2 600 $, selon un rapport. Une somme inatteignable dans un emploi civil, où le salaire médian est de 56 000 roubles, 700 $ par mois. Cela crée une caste militaire permanente, dépendante de la guerre pour maintenir son niveau de vie. Les anciens combattants, qui se sont habitués à une solde militaire élevée pour subvenir à leurs besoins ou à ceux de leur famille, sont maintenant confrontés à une baisse de salaire pouvant aller jusqu'à 70% lorsqu'ils quittent le service. Le gouvernement maintient ce piège en augmentant les incitations à combattre et en réduisant les programmes sociaux civils. En 2025, les dépenses de défense russes dépassent que 8% du produit intérieur brut et 40% du budget fédéral, un niveau inédit depuis la guerre froide.
En parallèle, les dépenses pour la protection sociale devraient baisser de près de 16% en un an. Le gouvernement soudoie en fait les soldats avec l'argent volé à la population russe et aux générations futures. Les renseignements militaires britanniques confirment que 160 hôpitaux russes ont fermé en 2024, les ressources médicales ayant été transférées du civil au militaire. Les Russes ordinaires sont systématiquement abandonnés, tandis que les soldats bénéficiaient d'un traitement préférentiel. C'est-à-dire jusqu'à leur retour chez eux, où ils constatent que les systèmes de soutien ne fonctionnent pas. Les anciens combattants sans emploi ou souffrant de syndrome de stress post-traumatique non traité sombrent dans la criminalité à un rythme alarmant. En mars 2025, les anciens combattants ont tué ou blessé plus de 750 proches et amis après leur retour lors d'incidents de violence domestique. Veska a aussi recensé au moins 190 affaires pénales contre des recrues graciés de Wagner en 2023. Ces anciens détenus, formés à la guerre moderne et libérés sans poursuite, sont un cauchemar pour les forces de l'ordre. Les groupes criminels recrutent d'anciens soldats comme tueurs à gages, créant un nouveau niveau de criminalité organisée, dans un pays déjà submergé par des problèmes démographiques. Que signifie tout cela pour l'évolution de la guerre ? La combinaison d'exécutions systématiques, d'un moral en chute libre et d'une insoutenabilité économique pointe vers plusieurs scénarios possibles, aucun d'entre eux n'étant favorable à la Russie. Premièrement, la Russie pourrait tenter de compenser les pertes croissantes et les taux de désertion par des campagnes de recrutement encore plus agressives. Des signes apparaissent déjà. Selon Medusa, le recrutement au deuxième trimestre 2025 était inférieur au tiers de celui de 2024, montrant un rapide tarissement des volontaires. L'annonce de la plus grande campagne de recrutement d'automne en 10 ans, prévue pour 2025, le confirme. Le Kremlin devrait encore accroître les primes à la signature et les salaires, accélérant la spirale économique mortifère. Cependant, cette approche finit par ne plus être efficace, car aucune somme d'argent ne suffira. La certitude que le service militaire mène à la mort au combat, à l'exécution par son commandant, ou au retour dans une économie incapable de vous soutenir. La Russie pourrait devoir céder des zones disputées, notamment près de Pokrovsk et ailleurs à Donetsk, car ces unités deviennent inefficaces à cause des désertions, redditions et violences internes. Les forces ukrainiennes ont déjà démontré leur capacité à encercler des unités russes et à forcer des redditions massives lorsque le moral s'effondre. Ces derniers 2 mois, l'Ukraine a gagné du terrain, vers Pokrovsk, grâce à des essaims de drones et des opérations terrestres, libérant des villages et sécurisant le nord de la ville. Il y a quelques jours, une importante attaque russe appuyée par des véhicules a échoué, l'Ukraine détruisant 2 chars et une douzaine de véhicules d'appui à l'infanterie en une fois. Si cette tendance s'accélère, et tout porte à croire que ce sera le cas, la Russie pourrait faire face à des effondrements en cascade de ses unités sur toute la ligne de front. Les commandants, qui ont exécuté leurs propres soldats pour maintenir la discipline, pourraient voir les survivants se rendre ou retourner leurs armes contre leurs officiers en masse. Troisièmement, la Russie pourrait tenter de mettre fin à la guerre par pur désespoir, en lançant des attaques massives sans se soucier des pertes, dans une ultime tentative de percer les défenses ukrainiennes. Cela obligerait la Russie à engager pleinement ses dernières réserves, et à accepter des pertes potentiellement catastrophiques. Ce scénario est dangereux, car il pourrait entraîner l'usage d'armes nucléaires tactiques. Si les forces conventionnelles échouent et que la Russie subit un effondrement militaire total, Poutine pourrait envisager des frappes nucléaires limitées sur des cibles militaires ukrainiennes pour forcer la capitulation, sauver la face. Une telle escalade pourrait avoir des conséquences irréparables pour la région. L'Ukraine serait fortement poussée à capituler pour éviter de nouvelles frappes nucléaires. L'OTAN serait confrontée à la décision d'intervenir directement pour empêcher la banalisation de l'utilisation des armes nucléaires dans la guerre moderne, ou de céder tout l'élan et l'influence géopolitique à la Russie et à la Chine. Et un conflit potentiel entre l'OTAN et la Russie entraînerait une escalade encore pire, avec un risque accru d'une guerre nucléaire totale, si Vladimir Poutine sent son règne fini et veut partir en marquant les esprits. Le scénario le plus probable est peut-être que l'armée russe se désintègre de l'intérieur avant qu'un de ces scénarios externes ne se réalise. Les pertes pourraient atteindre un point de bascule, où l'armée deviendrait pratiquement inopérante. La fondation de Jamestown compare le rôle des vétérans de la guerre soviéto-afghane, les Afghansi, à la montée de la criminalité et de l'instabilité sociale à la fin de l'Union soviétique. Mais cette fois, l'ampleur est exponentiellement plus grande. Alors que la guerre soviéto-afghane a déployé environ 620 000 soldats sur 10 ans, avec entre 15 000 et 25 000 pertes,
La Russie a subi plus d'1 million de pertes en moins de 4 ans, avec environ 1,5 à 2 millions de soldats ayant tourné en Ukraine. Ces anciens combattants et soldats actifs pourraient fortement influencer la sécurité locale et la politique fédérale. Alternativement, ils pourraient devenir une force révolutionnaire, demandant des comptes aux commandants, qui les ont envoyés mourir, exécuter leurs proches ou camarades, et au gouvernement qui les a abandonnés à leur retour. Merci d'avoir regardé. Pour en savoir plus sur la crise démographique et l'économie russe, consultez notre analyse de l'économie de guerre. Pour suivre l'actualité majeure de la guerre en Ukraine et des conflits mondiaux, abonnez-vous à The Military Show pour des vidéos quotidiennes.